Je représente donc ALF, piloté par Albert Salon, qui actuellement se démène comme un beau diable pour essayer de sensibiliser les consciences au problème qui fait l'objet de cette conférence. Il est engagé actuellement dans une campagne au niveau des conseils municipaux, en essayant de convaincre un maximum de conseils municipaux de Ville-de-France de signer des résolutions en faveur de la langue française. Parce que il s'est aperçu, que la barrière des médias ne peut pas être surmontée. Le problème, c'est que les relais de cette publicité ont été bloqués. Et ça, c'est une situation tout à fait typique. J'écris sur ce sujet donc depuis 1996. Bon, il se trouve que j'ai reçu des prix et je connais tout à fait le problème parce que même si les gens sont là, même si la presse est là, il n'en transparaît absolument rien le lendemain au journal télévisé ni dans la presse écrite. Donc c'est quelque chose qui m'est tout à fait familier. Alors on pourra contourner ça dans une certaine mesure puisque les vidéos de ces présentations seront disponibles sur Internet et probablement on espère qu'elles seront visionnées un maximum de fois pour donc contourner ce blocage systématique que nous avons d'ailleurs non seulement au niveau des médias mais aussi très curieusement au niveau de la francophonie institutionnelle. Les gens de la francophonie institutionnelle savaient très bien qu'il y avait un colloque à partir d'aujourd'hui sur ce sujet qui est d'une importance brûlante et ils n'ont absolument pas relayé. Oui. Ah d'accord. Ils n'ont absolument pas relayé le message de Monsieur Pons. Alors, Monsieur Pons parlait de résistance. Je crois que, en ce qui me concerne, la résistance, c'est tout simple. On l'exerce automatiquement dès qu'on prend conscience des problèmes. Et en fait, le but de mes livres, le but de mes articles et de ma présentation aujourd'hui sera de faire prendre conscience. Quand on prend conscience des problèmes, on devient automatiquement immunisé. Et là, le problème est quasiment réglé de facto. Alors, j'en viens à ma présentation d'aujourd'hui, donc que j'ai intitulée La fabrique du crétin et la désinformation par les mots. La fabrique du crétin, ça n'est pas une formule qui m'est propre, c'était un livre de Brigelli qu'il avait écrit sur la performance de l'école actuelle. Alors, on assiste à un affaiblissement de la maîtrise de la langue à travers toutes les couches sociales. L'école ne remplit plus son rôle. On sait qu'une forte proportion d'élèves maîtrisent insuffisamment lecture et écriture à l'entrée de la 6e. Alors un détenteur d'un simple certificat d'études aujourd'hui, un détenteur d'un simple certificat d'études autrefois faisait moins de fautes qu'un bachelier aujourd'hui. Et ça a été testé. C'est des choses que je n'invente pas. Hein. Alors on peut noter également des fautes grossières d'orthographe et de grammaire chez des journalistes. Les éditeurs ne font souvent plus leur travail de correction avant la parution des livres qu'ils publient. La qualité des discours des hommes politiques n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait entendre il y a 30 ou 40 ans. Et à ce titre, le visionnage du film Le Président d'Henri Verneuil, qui avait été tourné en 61, qui met en scène Jean Gabin dans le rôle du président du Conseil français, donne une bonne idée de l'évolution à laquelle on a abouti aujourd'hui. Hein. Il y a une différence vraiment considérable dans la manière dont les députés et Jean Gabin lui-même, président du Conseil, dans la manière dont il s'exprime. Alors, il faut également remarquer que le laxisme qui s'applique à la maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire est officiel. On a même entendu des inspecteurs de l'éducation nationale dire que l'orthographe était réservée aux imbéciles. Je vais y revenir. Alors, l'altération de la langue prend des formes multiples. Le philologue Georges Dumézil, qui est décédé aujourd'hui, se demandait si la mode de la féminisation du langage devait s'étendre aux noms propres, et il avait proposé à l'époque
de parler de Madame Mitterrand, de Madame Fabia, épouse de Laurent Fabius, et de Madame Jospin, puisqu'on se rappelle que c'est Lionel Jospin qui officialisa la féminisation des fonctions au niveau du journal officiel, plutôt que de laisser l'Académie française faire son travail. Comme on le sait, la plupart des fonctions professionnelles sont du genre masculin en français, mais désormais, sans l'aval de l'Académie française, on parlera d'avocates, de procureurs, d'auteurs et d'écrivaines de la ministre, alors que curieusement, cela est totalement en contradiction avec la théorie du genre que l'on essaye de nous faire gober aujourd'hui et qui énonce qu'une femme ou un homme peut désormais décider de son propre sexe. Alors on pratique aussi le tabou linguistique, j'entends par là que l'on déforme ou que l'on change les mots de notre langue pour adoucir des situations déplaisantes ou inconvenantes, en espérant que ces nouvelles désignations changeront les objets ou les êtres qu'elles référencent. C'est ainsi que les aveugles sont devenus des non-voyants, les sourds des malentendants, les vagabonds des sans domicile fixe ou, version abrégée, des SDF. L'avortement a fait place à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Les maladies vénériennes ont cédé la place aux MST, aux maladies sexuellement transmissibles. Les handicapés physiques sont devenus des personnes à mobilité réduite, mais curieusement, on ne qualifie pas encore les handicapés mentaux de personnes à pensée réduite. Alors je reviendrai un peu plus tard sur les tendances impliquées par ce phénomène. Alors pour continuer le tour des altérations, on note aussi une tendance à la simplification, ou plutôt de raccourcissement systématique des mots. Il faut, dit-on, faire court, croyant en cela, faire efficace. Et au sens restreint de l'efficacité marchande ou même technique. Alors ce qui n'est pas normal et qui semble caractéristique de l'époque actuelle, c'est l'omniprésence d'un langage prétendument jeune, standardisé, américanisé, dénué d'humour comme d'originalité, et fabriqué à l'essentiel par des gens qui ne sont plus des jeunes depuis longtemps, mais par des professionnels de la mode verbale, que l'on voit à la télévision. On relèvera le caractère fréquemment puéril de ce genre de termes, ce retour au langage bébé dans la bouche de ceux qui veulent s'affirmer comme adultes confirme son absence de spontanéité et son côté artificiel. Ce sont bien là les caractéristiques d'une fabrication délibérée. L'extension de cette espèce de sténographie à la totalité du vocabulaire, y compris les domaines où le rendement n'est pas de mise, finit par induire, et par mimétisme, une occultation du sens de l'expression abrégée. Alors seule subsiste la signification au premier degré de l'abréviation en son sens le plus primaire. Alors une autre tendance apparemment contradictoire à la précédente consiste en une recherche de la complexification. Alors le paradoxe n'est apparent, parce que confusément conscient que l'emploi de mots raccourcis montre leur appauvrissement mental, les locuteurs fabriquent en grande quantité des mots allongés, pour faire voir qu'ils sont toujours capables de manier des concepts abstraits ou complexes. Et il faut remarquer à quel point les mots raccourcis, tout autant que les mots allongés, sont soumis à la dictature d'une véritable mode verbale. Alors comme toute mode, celle-ci relève d'un processus d'appauvrissement de l'éventail des choix. C'est ça une mode en définitive, qui n'est au fond que la manifestation donc d'un phénomène de restriction de l'horizon mental. Alors, je vais parler également de l'écrasement des nuances. L'écrasement des nuances accompagne cette confusion mentale et est rarement mieux illustré que par l'emploi, par exemple, de portable à la place de portatif. On sait que portatif, c'est quelque chose qui a été conçu pour être porté. Portable, c'est quelque chose qui éventuellement n'est pas trop lourd et qu'on peut éventuellement porter. C'est de deux sens différents. On utilise futur à la place d'avenir. On sait que futur, à part le temps grammatical, ça n'est pas un substantif, ça doit être utilisé comme adjectif. Or, on entend, sous l'influence de l'anglais d'ailleurs, the future, on entend parler de plus en plus de futur à la place d'avenir. On utilise apporter au lieu d'amener, faisant la confusion entre un objet inanimé et un être vivant.
On parle de chance au lieu de risque. Par exemple, c'est une anecdote amusante que j'ai lue dans les mémoires de Charles Helou, qui est un ancien président de la République libanaise, qui est décédé aujourd'hui, mais il arrive en France parce qu'il a des problèmes de santé, et on lui dit, Monsieur le Président, le docteur lui dit, Monsieur le Président, vous avez 50% de chance d'avoir un cancer. Il dit non, c'est 50% de risque d'avoir un cancer. On nous parle de viol, de loi, au lieu d'enfreindre la loi. On nous parle d'initier, au lieu de commencer. Il faut remarquer que ces fautes auraient déclenché des fous rires il y a encore une vingtaine d'années. Mais on assiste à la fois à une régression de l'ironie et à une perte totale du sens critique. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, sous l'influence de l'anglais qui a subi avant le français une désagrégation marquée, on confond désormais technique avec technologie. Technologie, c'est l'étude des techniques. Donc on peut parler de technique de pointe, mais certainement pas de technologie de pointe. Par contre, une université de technologie, la désignation est correcte. C'est le lieu où on étudie les techniques. Sous l'influence des doublages de qualité douteuse des séries et des feuilletons télévisés américains, on parle d'expertise à la place de compétence. On confond crime, délit et infraction, puisque l'anglais crime englobe déjà la signification de ces trois termes. Donc, on avait des mots précis, et maintenant on passe à quelque chose de beaucoup moins précis, qui est crime, et d'ailleurs, c'est qui ne correspond pas à l'usage français. Quant au mot stress, qui lui est bien anglais, on perd bien sûr de vue qu'il s'agit, s'il s'agit soit d'angoisse, ou d'anxiété, ou de tension nerveuse, puisque la signification de ce mot englobe celle des trois précédemment cités. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, il y a aussi des restrictions imposées par les autorités, qui interdisent, par exemple, lorsqu'on parle de voyous, de faire référence à leur origine ethnique. C'est interdit. On préfère alors parler de jeunes, de quartiers dits sensibles. Et face à certains documents, je pense que les futurs historiens auront un peu de mal à prendre conscience de quoi il s'agit vraiment. Alors, globalement, on assiste à une baisse du nombre de mots du vocabulaire courant, de 7000 à 4000 mots en moyenne. En 2005, lors des émeutes de novembre, les linguistes ont découvert avec effarement que le vocabulaire des voyous n'allait pas au-delà d'un répertoire de 400 mots, rendant ainsi difficile l'expression des nuances. Alors, faites l'amour ou la guerre, quoi. Hein, c'est-à-dire, soyez tout gentil ou alors cassez tout. Et c'est exactement ce qu'on observe. D'ailleurs, c'est une extension, c'est une conséquence directe de l'appauvrissement en vocabulaire que l'on constate chez ces gens-là. Ils ne peuvent plus exprimer des nuances. Et par conséquent, on tombe automatiquement dans les extrêmes. Donc il y a une conséquence directe là entre la langue, la richesse du vocabulaire et l'action de la personne dans son environnement. On constate une substitution massive du vocabulaire français par du franglais ou des mots anglais non traduits et introduits de manière totalement artificielle par les médias et la presse écrite. La syntaxe est également touchée et on a une abondance de calques. Par exemple, on parlera de coupe budgétaire au lieu de réduction budgétaire ou de compression budgétaire. On dira que ça fait sens aux dépens du simple bon sens. On parle aussi de dramatique au lieu de spectaculaire et d'excitant au lieu de captivant. Alors c'est basique aussi, ne fait plus référence à une propriété chimique, ni à un pH quelconque, mais à la simplicité. On a aussi compressé à la place de comprimer. On compresse des fichiers, on les comprime plus. On détruit des emplois au lieu de les supprimer. Les mots anglais non traduits abondent, et encore les mots qui paraissent anglais, mais qui ont été inventés par les Français, et qui n'existent bien sûr pas en anglais, comme relooker. Relooker n'existe pas en anglais, c'est une invention 100% franco-française. Surbooker. Le pins, vous connaissez le pins, une épinglette qu'on se met ici, là. Alors il y a un vieux terme aussi de standing, l'immeuble de standing, ça c'est vieux, puisque ça s'utilisait quand j'étais gamin, et qui n'est absolument pas standing en anglais, c'est tout simplement
être ici, être debout ici, voilà. Donc ça n'est jamais utilisé dans ce contexte dans la langue anglaise. Alors on tolère un homonyme de chat pour signifier bavardage. Le quotidien Le Figaro nous propose dans sa version en ligne son programme baptisé le talc, le talk, hein, qui n'a plus rien à voir avec le talc utilisé pour poudrer les fesses de bébé. Hein. Il suffit d'écouter durant quelques minutes la radio BFM pour avoir un bon échantillonnage de ces inepties. Alors, des expressions telles que ce n'est pas ma tasse de thé, not my cup of tea, croisons nos doigts pour dire touchons du bois, agenda pour dire ordre du jour, ces expressions-là abondent. Alors, est-ce qu'on est en train d'être conditionné à tolérer bientôt pour nos fromages et nos vins des noms à consonance anglaise, à défaut d'être anglais, tandis que le vin rosé, d'après la Commission européenne, ne serait plus qu'un mélange de vin rouge et de vin blanc. Après tout, nous avons déjà dans nos supermarchés la gamme complète des White Watchers, les bières light, accompagnées des crumbles et des brownies à la section pâtisserie. En ce qui concerne les brownies, il semble qu'on assiste à un début de réaction, parce que de plus en plus, je vois, même dans les supermarchés, fondant au chocolat. Bon, l'amélioration est en route. Alors en sport, nous nous habituons à ce que les médias remplacent de plus en plus notre vocabulaire par des équivalents anglais. Alors un entraîneur, comme vous le savez, désormais un coach, un barreur, un timonier ou un capitaine de voilier est devenu un skipper, depuis longtemps ça déjà. Une équipe, c'est un team. Le club alpin est atteint de la même maladie, ainsi que les fournisseurs de matériel de montagne, qu'il s'agisse de ski, de randonnée ou d'escalade. Alors les domaines de la haute couture, les cosmétiques, les parfums, pourtant si français autrefois, sont mités de mots anglais ou à consonance anglo-américaine. Et ce phénomène atteint même les accessoires utilisés dans les films pornographiques. Jusqu'où on va. Alors on tolère que les banques françaises diffusent auprès de leur clientèle francophone des prospectus et des brochures d'information qui sont tellement truffées de mots anglais, de franglais ou de pseudo-anglais, qu'on ne peut plus vraiment les considérer comme étant rédigés en français. Alors je rebondis sur une question qui avait été posée tout à l'heure. Vous savez que nous avons maintenant BNP Asset Management, nous avons BNP Real Estate. Bon, c'est des désignations qui sont devenues tout à fait fréquentes et qui vous avez des messages que vous envoie une banque avec une signature qui comprend par exemple un commentaire en anglais qui précède le commentaire français. Ils n'ont pas encore supprimé le commentaire français, mais ça va peut-être venir. Vous savez ce qu'on appelait disclaimer en anglais et donc toutes les clauses qui concernent pour lesquels qui spécifie les domaines dans lesquels la banque n'est pas responsable. Bon. Alors nos dictionnaires, qu'il s'agisse du Larousse ou du Robert, s'empressent de rajouter chaque année des néologismes d'origine anglaise, sans même insister sur le fait que leurs équivalents existent dans notre langue. Ils sont très pressés à rajouter les néologismes. Alors nous avons low cost pour bon marché, e-learning pour formation en ligne, peer-to-peer pour poste-à-poste. Je veux dire, peer-to-peer, c'est tout simplement en français poste-à-poste. Il y a rien, mais il y a des gens qui nous, c'est des mots qui sont rajoutés dans le dictionnaire. Alors, au-delà de l'anglomanie à la mode, on remarque néanmoins l'usage, en augmentation constante, de termes anglais non traduits chez des auteurs qui y ont recours, non plus pour suivre la mode, mais parce qu'ils en éprouvent véritablement le besoin pour renforcer l'expressivité de leurs textes, dans la mesure où les équivalents français ne semblent plus leur offrir la force suffisante. Alors en témoigne la profusion des success stories, des shortlists, des drafts, briefings, debriefings, les B2C, business to consumer, end users, hobbies, maintenant, hobbies, le violon d'Ingres, ça, hobby a remplacé quasiment violon d'Ingres, qui veut dire exactement la même chose en français. Et on trouve ça maintenant sous la plume de journalistes et d'écrivains sérieux, qui ne trouvent plus dans leur propre langue les ressources nécessaires pour s'exprimer. Là, il y a de quoi s'inquiéter. Alors cette aliénation linguistique en progression constante transforme rapidement le français en un dialecte hybride,
dont l'apprentissage apparaît de plus en plus inutile dans les pays non francophones. En effet, ce phénomène a une valeur symbolique toute particulière puisqu'il est la preuve que le modèle suivi n'est plus endogène, qu'il s'agisse de sciences, de littérature, d'art, de politique ou d'économie. Si ce phénomène n'est pas unique aux Français, il affecte en fait ce phénomène la plupart des langues d'Europe occidentale. D'Europe continentale, il remet quand même en question les prétentions de ceux qui veulent maintenir le français en tant que langue officielle dans les instances internationales, parce qu'il n'est plus propre à véhiculer une pensée originale. Alors, nous tolérons des titres de films en anglais en dépit du fait que la plupart nous ne les comprenons même pas. Il faut également distinguer du côté grammaire les distinctions, il faut citer, les distinctions entre le temps linéaire absolu et celui du narrateur, avec l'imparfait, les passés simples, les composés, le plus que parfait, le futur antérieur, la prise en compte des degrés de probabilité des événements exposés, conditionnels, subjonctifs, etc. La force du français, une des forces de la langue, parce que chaque langue permet ou est peut-être un peu plus spécialisée, une langue est peut-être un peu plus spécialisée que d'autres pour certains types d'expressions. Et nous, il y a ce positionnement dans le temps grâce à notre richesse de temps grammaticaux qu'on est en train de perdre. Alors, ces notions plus rébarbatives à présenter qu'à utiliser permettaient un discours précis et point n'était besoin d'être docteur en philosophie ou en mathématiques pour s'en servir. Autrement dit, elles donnaient à l'homme ordinaire un cadre de référence simple et solide, en même temps qu'un garde-fou. C'est sans doute pourquoi le politiquement correct s'est appliqué à ridiculiser toutes ces finasseries poussiéreuses de vieux lettrés. Citation, évidemment. Il y a déjà plusieurs décennies que l'utilisateur de l'imparfait du subjonctif est montré du doigt, à la fois comme un pédant, un snob, un nostalgique d'extrême droite et un passéiste, et en tout premier lieu par les inspecteurs de l'éducation nationale, pour lesquels il faut accréditer l'idée que le subjonctif n'est qu'une arme traîtresse pour tromper et donc opprimer les gens du peuple. Dans ce domaine comme dans d'autres, la liquéfaction s'est accélérée au point que même la distinction élémentaire entre passé, présent et futur n'est souvent plus totalement maîtrisée. Alors, récemment, je consultais un ouvrage en librairie intitulé « Pièges et difficultés de la langue française ». Et je me demandais pourquoi on ne l'avait pas plutôt baptisé « Les outils les plus riches de la langue française », puisqu'ils permettent justement une expression et une précision accrue. Donc, cette espèce de complexe, comme quoi notre langue serait très difficile. En fait, toutes les langues vivantes sont difficiles. Il n'y a que des langues qui ont été artificiellement planifiées qui sont effectivement faciles à acquérir, mais toutes absolument ont leurs difficultés. Qu'il s'agisse de Longaton, qu'il s'agisse du groupe ouralo-altaïque, enfin absolument toutes sont difficiles à maîtriser. Donc le français ne présente aucune exception de ce côté-là. Alors je voudrais maintenant en venir aux conséquences du phénomène que j'ai décrit. On assiste à un véritable détricotage de toutes les règles régissant la langue à l'oral comme à l'écrit. Souvenons-nous de l'exercice de la dictée, on écoute et on transcrit. L'absence de faute à la transcription signifie que toutes les relations entre les mots ont été identifiées et comprises. En revanche, les fautes signifient que le texte n'a pas été totalement compris et que l'interprétation qu'on en a faite est imparfaite et incomplète. Alors l'imprécision est accentuée par l'introduction de termes étrangers mal compris, venant presque à 100% de l'anglais. Le manque de précision dans la langue fait qu'elle n'assume plus totalement son rôle de véhicule de communication, et cela atteint encore plus les rapports techniques d'étudiants en sciences et en ingénierie, tout au moins ceux qui sont encore écrits en français. J'ai travaillé 6 ans en tant que professeur d'informatique pour l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et je devais faire le suivi de 6 à 7 étudiants chaque semestre qui étaient en stage. Et je vous garantis que les rapports étaient vraiment difficilement compréhensibles et écrits dans un français truffé de mots anglais, mais qui n'était
je veux dire, ces textes étaient le témoignage d'une confusion mentale qui est absolument intolérable pour un scientifique. Et souvent, les profs, bon, il y en avait beaucoup d'origine étrangère aussi, laissez passer ça, allez, bon. Donc moi, j'ai exigé quelquefois la rédaction complète du rapport de stage, mais enfin, bon, on est sous pression de l'établissement pour que les étudiants aient leur diplôme. On est sous pression également le suiveur de stage du côté industriel a approuvé. Ben, en fait, ils s'en moquaient puisque bon, l'étudiant avait fait un séjour chez eux, il avait travaillé sur un projet, bon, il avait pondu un programme qui marchait plus ou moins. Bon, les gars s'en foutaient complètement. Donc voilà, hein, donc là il y a un véritable problème. Or, tout le monde sait que la langue structure la pensée. Une langue dont on n'applique plus les règles aboutit à une pensée déstructurée. Alors ce n'est pas une affirmation gratuite, car seule l'application rigoureuse des règles de grammaire et de syntaxe permet de retrouver les relations complexes qui existent entre les mots. Le discours, c'est linéaire, c'est-à-dire vous mettez des mots les uns derrière les autres, mais la phrase se structure grâce aux règles de grammaire, bien sûr, et de syntaxe. Donc seule l'application des règles rigoureuses des règles de grammaire et de syntaxe permet de retrouver les relations complexes qui existent entre les mots, tout au moins dans le cadre d'un message qui se veut précis. La conséquence immédiate de cet état de fait est que souvent ce qui est écrit n'a plus de signification précise. Alors on peut parler véritablement d'une créolisation du français, et ça signifie que comme dans tout créole, le locuteur n'applique aucune règle, et que celui qui le lit ou l'écoute a une grande latitude d'interprétation. C'est ça le créole. On balance des mots les uns après les autres, et puis celui qui vous écoute les interprète ce flot de mots un peu comme il veut. C'est pour cette raison que toutes les langues ayant servi de support au développement de sciences et de techniques de pointe ont toutes été normées, sans aucune exception. Nous avons l'Académie française. Il y a une académie, je crois, en Espagne. La langue anglaise, les Anglais n'ont pas d'académie, mais leur langue est totalement normée. Hein, le russe est normé. Toutes les langues qui sont... Vous avez à peu près 6000 langues dans le monde, et il y en a 70 qui ont à peu près une littérature écrite. Il y a beaucoup de langues orales dans le monde, mais vous en avez 70 qui sont des langues écrites. Et toutes ces langues-là ont été, bien entendu, normées par différents mécanismes, qui s'appellent pas forcément académie. Alors, le fait que les formes régressives prennent le pas actuellement sur les formes structurées, c'est bien la preuve de la nature artificielle du phénomène qui a été bien sûr planifié délibérément. J'insiste là-dessus. Alors, sans s'intéresser au domaine littéraire, la créolisation du français entraîne deux conséquences de taille. Ce qui est écrit en français ne mérite pas d'être lu aux yeux du lectorat étranger, qui autrefois apprenait le français à ses enfants comme un élément indispensable à leur culture générale. Cela est facilement vérifiable en constatant la quasi-absence de traduction des ouvrages français contemporains dans les pays non francophones. Cela contraste violemment avec la très large diffusion des ouvrages français dans la première moitié du XXe siècle, lorsque des ouvrages comme par exemple ceux de Gustave Le Bon, un auteur qui est aujourd'hui complètement oublié, en France même, ils étaient à l'époque traduits immédiatement dans plus de 20 langues dès leur parution. Alors qu'est-ce qui se passait? C'était pas Gustave Le Bon qui s'occupait des traductions. C'était pas son éditeur non plus. C'était que ces livres étaient lus par une minorité de francophones de divers pays, de gens qui avaient appris le français, qui le maîtrisaient dans divers pays, aussi lointains que le Japon, qui se disaient « Ouh là là, voilà un texte très intéressant, nous allons en proposer la traduction et l'édition à un éditeur japonais ». Et ces livres-là étaient diffusés dans le monde entier. On n'avait pas à l'époque non plus de ministère de la culture donc ces gens-là publiaient leurs livres et naturellement le lectorat étranger s'en emparait quand il s'agissait d'ouvrages de qualité. Le français perd une grande partie de son prestige auprès des populations immigrées en France même. Ces dernières manifestant, au contraire, un repli identitaire vers les sociétés dont elles sont issues. C'est une des conséquences.
Alors, pour en revenir à la qualité défaillante du français moderne, si l'on cherche un peu sur Internet, on peut trouver des centaines d'associations et des dizaines de publications et de vidéos portant sur la défense de notre langue et dénonçant la situation actuelle de délabrement du français à l'oral comme à l'écrit. Alors, pourtant, le sujet n'est presque jamais abordé par les grands médias, et s'il l'est, il sera abordé sous l'angle de la dérision ou du fatalisme. Vous vous souvenez du sobriquet All Good pour Jacques Toubon, qui est l'auteur de la loi éponyme de 1994. Alors, dans l'état actuel des choses, notre société prétendument libre et démocratique désamorce toute tentative de prise de conscience à grande échelle des enjeux liés aux questions linguistiques. On n'en parle pas, motus et bouche cousue, même sur des chaînes de télévision qui sont censées être culturelles, comme Arte. Sujet interdit, c'est tabou. Les ouvrages clés ne sont jamais cités, bien entendu. Ceux qui ont vraiment quelque chose d'intéressant à dire ne sont jamais invités sur les plateaux de télévision. En fait, presse écrite et parlée assure un verrouillage total du débat public sur ces questions. Des sujets tels que le plurilinguisme, disons, ou bien la colonisation linguistique et culturelle par l'anglais, ou encore l'espéranto, ne sont jamais présentés, abordés, ni même mentionnés, quelle que puisse être la qualité des reportages ou des argumentaires apportés. Les rapports qui sont commandités par les organismes officiels, mais qui ne vont pas dans le sens souhaité, sont très rapidement enterrés. Je pense particulièrement à un rapport qui avait été commandité à François Grain. François Grain est un prof à l'université de Genève, qui est spécialisé dans l'économie des langues. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie des langues? Ça veut dire, j'apprends la langue X, et ça me rapporte, ça va me coûter en temps d'apprentissage, donc en argent, et qu'est-ce que ça va me rapporter? En termes d'euros sonnants et trébuchants, qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est ça, il se préoccupe de ça. Alors donc il avait le Haut Conseil de l'école lui avait donc un organisme qui dépend du gouvernement lui avait commandité un rapport, et malheureusement les conclusions n'ont pas plu au Haut Conseil de l'école, et puis ce rapport on n'en a plus entendu parler. C'est terminé, il n'a jamais existé. Et pourtant François Grain avait été payé pour le travail qu'il avait effectué. Alors la censure règne en maître. À ce titre, on peut citer un exemple concernant la présidente du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, le principal syndicat des chefs d'entreprise, Madame Laurence Parisot, qui participa à un débat télévisé le 2 décembre 2009 dans le cadre du Grand Journal du Soir sur Canal+. Lorsque fut évoqué le débat sur l'identité nationale lancé par le gouvernement français, elle n'exprima pas une approbation de cette initiative gouvernementale et conclut, je cite, « Il y a une chose, je ne sais pas si c'est dit, mais il y a pour moi un point très important, c'est la langue. Je préférerais par exemple que l'on ait un débat sur la langue, sur l'utilisation de la langue française, y compris dans l'entreprise, où l'abus d'anglais est, à mon avis, à signaler et à dénoncer. » Alors quelques jours après, la phrase concernée fut supprimée de l'enregistrement vidéo de l'émission que l'on pouvait visionner encore sur Internet et qui n'est plus du tout accessible aujourd'hui. Bon, exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer. Et pourtant, on doit reconnaître qu'avant son élection, Nicolas Sarkozy aborda le sujet plusieurs fois, ainsi qu'après son élection, lors des semaines annuelles de la francophonie. Alors plus particulièrement son discours du 7 mars 2007 à Caen spécifiait que la langue française serait mise dans ses premières priorités s'il était élu. Toutefois, dès qu'il fut élu, le gouvernement qu'il désigna s'empressa de ratifier le protocole de Londres. Et Sarkozy lui-même désigna des ministres favorables à l'anglicisation accélérée des diverses facettes de la vie publique française. Alors, le protocole de Londres, il officialise, c'est-à-dire il permet en droit français l'utilisation d'une langue étrangère, particulièrement l'anglais et l'allemand, mais c'est, comme vous vous en doutez, 90% des brevets, ou peut-être plus, sont rédigés en anglais. J'ai à ce titre questionné le Bureau européen des brevets qui est à Munich. On m'a répondu, on ne tient pas de statistiques dans ce domaine-là, on ne peut pas vous renseigner, on ne sait rien, on ne connaît rien. Voilà, bon.
Alors, les gens qui avaient été désignés au gouvernement, Valérie Pécresse, qui voulait angliciser toutes les études supérieures en France au niveau universitaire, Christine Lagarde, qui voulait fonctionner en anglais quand elle est arrivée à Bercy, qui envoyait des notes à ses collaborateurs en anglais, Darcos, Xavier Darcos, qui lui voulait faire de la France un pays bilingue officiellement, ancien secrétaire d'État à la francophonie. Hein, vous voyez à quel gugus on a affaire. Hein. Des gens comme ça, hein, c'est une petits carriéristes, donc ils n'ont l'intérêt du pays, ils s'en moquent totalement. Châtel, Luc Châtel, alors lui, il voulait introduire l'anglais dès la maternelle. Rachida Dati, elle a obligé les futurs magistrats à étudier en anglais. Mais dans quel but un magistrat, je veux dire, et puis vraiment il doit être, je veux dire, extrêmement prudent quant au vocabulaire qu'il utilise. Je veux dire, tous les cas en France, tous les cas de justice se règlent en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi obliger des futurs magistrats à apprendre l'anglais? S'ils veulent faire du tourisme, c'est très bien, peut-être, ça leur sera utile, mais franchement, dans le cadre de leur travail, on voit pas très bien quelle est la finalité. Alors, reste à savoir à qui le crime profite et à comprendre ce phénomène. Il n'est pas naturel, qu'on s'entende bien là-dessus, il est voulu, encadré, dirigé, encouragé par les médias, par les divers ministères de l'appareil d'État et les intellectuels qui sont mis en lumière par le système. J'entends bien ceux qui sont mis en lumière par le système. Les autres, on n'en parle pas, on braque pas le projecteur sur eux. Tout cela est organisé. Mais dans quel but? Alors, il faut reconnaître qu'une masse de crétins ne se révolte pas. Il suffit d'étudier un peu l'histoire pour constater que les révolutions sont toujours menées par des gens éduqués qui, en général, essayent de chevaucher un mouvement populaire de révolte, qui peut être suscité par des conditions matérielles dégradées, bien sûr. Une masse de crétins croit que ce qu'on lui dit au journal de 20 heures. Une masse de crétins obéit aux directives de l'Empire. L'Empire euro-atlantique, cela va de soi. Une masse de crétins se contente d'un basic English à 800 mots, comme moyen de communication prétendument international. Une endogamie absolue gouverne désormais la reproduction de nos élites, toutes inféodées à l'Empire euro-atlantique. Et en particulier, notre président de la Hollandie, qui est un young leader de la French American Foundation. Eh oui, c'est Pierre Hilard qui a déniché ce fait. Notre brillant François Hollande est un young leader de la. Donc pour avoir le titre de young leader, il faut quand même avoir donné des gages. Hein, attention aux organisations euro-atlantiques et particulièrement aux États-Unis. Et il faut savoir que pour oser une protestation et pour acquérir du vrai savoir, il faut être ancré dans sa culture, dans son histoire, et savoir qui on est. Alors, si d'un côté l'industrie réclame quelques techniciens ou cadres supérieurs très performants pour la conception des produits et la mise en place de leur chaîne de fabrication, elle a besoin de l'autre côté d'une masse de travailleurs de plus en plus polyvalents. Comprenons qu'une formation initiale sérieuse leur est de moins en moins nécessaire. Elle est de moins en moins nécessaire car l'informatique et les automates viennent maintenant soulager l'effort mental en se chargeant de toutes les tâches répétitives ou demandant une attention prolongée. Des vérifications et des calculs répétitifs, des transcriptions, des classements et des recherches documentaires. Mais là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est que les tâches demandant encore une intervention humaine lourdes ont été délocalisées, puisque la gestion se fait désormais d'après des critères exclusivement financiers et au bénéfice unique des actionnaires. La société étant désormais subordonnée à l'économie et non l'inverse. Avec l'acquiescement, bien sûr, d'un pouvoir qui a clairement trahi ses électeurs. Alors, dans ce contexte, les connaissances demandées se bornent souvent à savoir se servir d'un traitement de texte ou d'Internet, cliquer sur la souris, à prononcer quelques phrases standardisées dans 2 ou 3 langues européennes et savoir obligatoirement les annoncer dans la langue des maîtres présumés du moment, c'est-à-dire en anglais. On forme quelques élites avec des compétences multiples et on cantonne tous les autres dans un désert culturel. Cette masse taillable et corvéable à merci, ces travailleurs en formation permanente tout au long de leur vie et infériorisés depuis leur premier emploi, n'auront de garantie ni d'emploi, ni de salaire,
puisque leurs compétences seront sans cesse révisées et qu'ils repartiront à chaque fois au plus bas de leur nouvelle spécialisation. La déstructuration de la langue, la distorsion du vocabulaire, l'introduction incontrôlée de termes étrangers mal compris et souvent pris à contresens, provoquent chez les locuteurs le doute et la réduction du sens critique. Il y a des psychologues, tout ça, qui ont étudié ça, qui ont vérifié ça, et qui ont servi de conseillers aux gens du système qui ont mis ça en place. Attention, tout ça est voulu, organisé, financé, encouragé par les différents acteurs du système. On accepte donc beaucoup plus docilement un chômage de masse, un niveau de vie en baisse, la révision des retraites, les billevesées de la télévision en politique étrangère, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention.